régional, hein, c'est le deuxième webinaire dans le cadre de ce réseau régional. Et donc voilà, ce webinaire, il est co-animé par moi. Donc je me présente rapidement, Julien Valéry. Moi, je suis consultant en économie circulaire au sein du bureau d'études Indigo. Et donc cette session est co-animée avec l'APESA et donc avec Alexandre aussi qui s'occupera de la partie animation en seconde partie de webinaire. Alors, je rappelle quelques principes, hein. Vous avez un chat pour vous exprimer, pour poser vos questions. N'hésitez pas à vous en servir. On les récupérera évidemment. On essaiera d'y répondre. Euh, on coupe les micros aussi hein, quand on n'a pas la parole hein, pour éviter les désagréments. Et puis, je vous informe aussi que ce webinaire est enregistré. Hein, donc, voilà, le but, c'est qu'il soit revisionnable par voilà, les participants et même ceux voilà, qui n'auraient pas pu y assister. Je pense peut-être qu'il sera déposé sur la plateforme Cyclope en lien avec voilà, le réseau régional, mais ça peut-être, voilà, l'ADEME en dira peut-être deux mots. Si tu peux passer la slide, merci. Donc en termes de programme pour ce matin, donc démarrage à 9 heures avec une petite introduction hein, de l'ADEME et une petite présentation aussi du contexte régional, puisqu'on a la chance aussi d'avoir la région qui est présente hein, lors de ce webinaire. Et lors d'écho, alors je ne suis pas sûr de les avoir vus passer, mais en tout cas, voilà, ils sont prévus aussi. 9h15, on fera un petit point sur concrètement qu'est-ce que c'est le PLPDMA, hein, qu'est-ce qu'on met derrière hein, en termes de réglementation et de mise en œuvre. 9h30, on enchaînera assez rapidement sur des retours d'expérience de collectivités inspirantes, hein. Donc on aura deux témoignages, le PNR Grand Cos ainsi que le CIDET du Lot qui ont gentiment accepté de témoigner. Dans une seconde partie, on va dire, hein, on va se garder 35 minutes pour parler un petit peu des liens qu'il peut y avoir entre le PLPDMA d'un côté et l'économie circulaire de l'autre. Voilà, l'idée, c'est de mettre en évidence ces liens et aussi vous donner quelques bonnes pratiques, hein, où là, on sera vraiment dans un format animation, hein, on va vous mettre à contribution. Et on se laissera 5 petites minutes à la fin hein, pour conclure ce webinaire et aussi vous donner des informations sur la suite de l'animation. Et donc voilà, on projette une fin à 10h30. Et donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à l'ADEME. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Oui. C'est l'occasion également de me présenter. Donc, Yann Lebigot, je suis le nouveau coordinateur de pôle économie circulaire à l'ADEME en Occitanie. J'étais auparavant en océan Indien, donc j'ai fait un grand voyage et je suis très très heureux d'être là et de découvrir toutes les dynamiques des collectivités. Je vais essayer d'être assez court. Évidemment, le programme Territoire engagé pour la transition écologique, un programme que porte l'ADEME, c'est un programme essentiel d'appui et de soutien des collectivités. Évidemment, on a deux référentiels, celui sur l'économie circulaire et celui sur le climat, air, énergie, des référentiels qui se complètent et qui permettent de construire une politique globale en faveur de la transition écologique pour les collectivités. Si on peut passer à la slide suivante. Le programme TET en Occitanie, c'est un programme qui est quand même très dynamique puisqu'on a 44 territoires engagés qui représentent 68% de la population, donc plus de la moitié de la population de la région est concernée par une dynamique en faveur de la transition écologique avec ce programme. C'est à comparer avec d'autres régions, je pense que c'est une région qui est parmi les plus dynamiques. Donc ça, c'est un point à souligner. Parmi ces 44 territoires, on a 33 territoires qui se sont engagés spécifiquement sur le référentiel économie circulaire, qui vise justement à mettre en place une dynamique avec tous les acteurs des territoires sur la gestion des déchets et l'économie circulaire de manière vertueuse en faveur d'une transition écologique. Voilà. Et bien évidemment, si vous passez à la slide suivante, au niveau du programme, on propose une animation régionale. Tu en as parlé au début. Donc avec le bureau d'études Indigo et APESA, qui vise à fédérer les collectivités, à créer une dynamique. L'ADEME apporte un soutien financier, apporte un soutien technique et souhaite que les collectivités se mettent en réseau. Et c'est l'objectif de ce webinaire et des webinaires qui suivent et des événements qu'on propose.
Et j'en finirai par une c'est la création d'une d'une communauté sur Cyclope, la communauté sur une mission du programme TED en faveur de l'économie circulaire. Donc voilà, je m'arrêterai là. Je vais passer la parole à ma collègue Audrey qui va vous parler des actualités relativement denses des prochaines semaines. Tout à fait. Merci Yann. Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue du coup sur ce webinaire qui est voilà, la suite de l'animation régionale que nous avons commencé en début d'année voilà, avec Indigo et APESA. Donc moi, comme vous le savez, je suis ingénieure économie circulaire, notamment en charge du suivi du référentiel économie circulaire sur la région Occitanie. Donc je vais vous partager ici rapidement quelques actualités et événements à venir. Tout d'abord, je voulais féliciter les collectivités qui ont eu des étoiles économie circulaire. Donc, 2 étoiles pour la communauté de communes La Domitienne depuis juin 2025 et puis 1 étoile pour des agglomérations depuis juillet 2025. Donc voilà, ça veut dire que les collectivités avancent et on s'en félicite collectivement. Je voulais également vous faire part, voilà, vous avez dû recevoir mais en ce sens de la rencontre territoire engagé transition écologique qui aura lieu à l'automne sur une journée le 14 octobre à Narbonne sur divers sujets en lien avec les 2 référentiels. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous êtes les bienvenus. Pour poursuivre la remise des labels têtes qui aura lieu au Salon des maires 2025, donc le mardi 18 novembre à Paris, porte de Versailles, pour les concernés. Et puis 2 informations plus transversales. Donc la première, c'est comme le disait Yann, voilà, la création d'une communauté Cyclope sur le référentiel économie circulaire pour vous mettre en réseau et partager des ressources. Donc elle va être diffusée très prochainement suite à ce webinaire. Et puis la deuxième, le réseau élu pour agir que vous devez connaître, voilà, et que l'ADEME promeut, avec des événements qui peuvent être voilà, associés à ce réseau d'élus. On peut passer à la diapo suivante. Donc, quelques autres événements à l'échelle régionale à vous partager. Donc, les journées techniques eau et déchets qui auront lieu les 22 et 23 octobre à Toulouse. La journée régionale gaz vert sur le sujet de la méthanisation et des gaz verts qui aura lieu à l'unité de méthanisation Ariège Biométhane le 6 novembre à l'UDIES, donc dans l'Ariège. Un événement régional attendu par de nombreux acteurs, le Forum régional économie circulaire, qui aura lieu le 13 novembre à Buisson. À noter la 2e édition des trophées de l'économie circulaire pour récompenser des actions exemplaires. Et puis, 2 autres événements à noter dans vos agendas. Le voyage d'études tarification incitative pour les élus, le 27 novembre à Lunel pour les élus. Et puis, une journée biodéchets tour sur le tri des biodéchets des professionnels dans le cadre du service public de prévention et de gestion des déchets le 16 décembre à 7, plutôt pour les techniciens déchets économie circulaire. Voilà. J'en arrête là pour les événements et je remercie par avance tous les intervenants qui vont prendre la parole lors de ce webinaire. Est-ce que la région est bien présente, Madame Giraudot? Oui, Est-ce que vous bonjour, êtes avec nous? Bonjour. je suis là. Écoutez, je vous passe la main pour nous faire une petite présentation du contexte régional. Merci. Alors, je mets mon chrono parce que je sais que le temps est compté. Vous pouvez passer à la slide suivante. Je vais d'abord commencer par un cadre d'intervention. Dans quel contexte la région intervient? Vous connaissez sans doute tout ça par cœur, mais je vais quand même vous faire un petit rappel. Il y a quand même 4 lois qui sont assez structurantes sur ce sujet-là. Pour ce qui est de la compétence de la région sur le sujet de la transition sur la réduction des déchets, c'est la loi NOTRe de 2015 qui confie aux régions la compétence sur la planification déchets. J'y reviendrai plus en détail ensuite. Et puis ensuite, la loi sur la transition et la croissance verte, LTECV, de 2015, qui fixe des objectifs importants en matière de réduction de déchets. Autre loi très importante sur notre sujet, la loi anti-gaspillage de 2020, et également la petite dernière, la loi climat et résilience de 2021, qui
aussi intéressante nos sujets par rapport à la création d'observatoires du réemploi et de la réutilisation, et également une partie qui est consacrée au développement de la vente en vrac et de la consigne du verre. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur les différents intérêts, sur toutes les raisons pour lesquelles il faut faire de l'économie circulaire. Je vous les laisse les découvrir à l'écran si besoin. Juste pour vous dire une seule, peut-être, sur la slide suivante, qui est liée à la question du coût. Le coût de traitement des déchets en Occitanie, pas qu'en Occitanie, mais en Occitanie, il est quand même relativement élevé. Ça prend quand même 131 € hors taxe par habitant et par an qui est consacré aux déchets. Au niveau de la région, ça représente 761 millions d'euros par an. C'est le premier poste de dépense de fonctionnement des collectivités. Donc tout ça fait que ce n'est pas la seule raison, mais pour laquelle il faut absolument avoir des actions pour réduire les déchets. Donc, c'est des objectifs qui ont été fixés par la loi LTECV. Je ne vais pas non plus tous les citer, juste sur les grands objectifs par rapport aux déchets de la réduction, qui est assez symbolique, c'est les moins 10% sur les déchets ménagers et assimilés, qui était prévu entre 2010 et 2020. On n'y est pas, hein, tout le monde le sait. Ce qui a représenté en Occitanie moins 63 kg par an et par habitant. Donc, on voit quand même que c'est des masses très importantes. Et je ne vais pas revenir sur les autres objectifs, c'était juste pour faire quelque chose d'assez... un mini rappel. Et si on associe ça à la hiérarchie des modes de traitement, on voit bien que le premier levier, c'est le déchet évité, donc la prévention, et également le réemploi, pour justement avoir ensuite moins de déchets à valoriser de manière matière organique, énergétique ou élimination si on n'arrive pas à faire autrement. Voilà un peu sur le contexte très général. Et donc, dans ce cadre-là, la région a eu des compétences qui ont été transférées, notamment une sur la planification des déchets. Ces différentes compétences vont dans un même sens, qui est celui d'accélérer la transition vers une économie circulaire avec le moins de déchets ultimes possible et qui, du coup, diminue aussi l'extraction des ressources. Pour la région, la question de la planification des déchets. Donc, la région est maintenant autorité planificatrice de déchets et suite à ça, elle a écrit un document dont on parlera ensuite. Dans les autres missions, on a aussi de l'accompagnement de projet, accompagnement financier et également accompagnement technique. On fait aussi de l'animation et on facilite aussi des réseaux dans l'économie circulaire. Bien entendu, on ne fait pas ça tout seul, on fait ça beaucoup avec nos partenaires et notamment avec l'ADEME, comme aujourd'hui. Et puis, on travaille aussi sur des stratégies plus ciblées, de la coordination de stratégies plus ciblées et de l'appui à la de filière. J'en parlerai pas ici parce qu'on est un peu décalé par rapport à notre sujet, mais on fait aussi ça, par exemple, avec des choses très ciblées sur, par exemple, les déchets plastiques, pour ne citer que cet exemple-là. Concernant la planification déchets, donc c'est le plan régional de prévention et gestion des déchets, le PRPGD, donc qui a transcrit dans notre document régional les objectifs de la loi sur la gestion des déchets, qui a été adopté en 2019, et notamment donc, qui décline ses ambitions et qui comprend également un plan sur l'économie circulaire qui est rattaché à ce plan déchets. Ce qui n'est pas très logique dans les masses, puisque normalement l'économie circulaire c'est plus large que les déchets, mais dans le texte, c'est le plan économie circulaire est inclus dans le plan déchets. Ces documents ont été maintenant depuis retranscrits dans le SRADET, un grand schéma. Et donc maintenant le plan déchets, le PRPGD, est le volet déchets du SRADET, qui a été récemment modifié. Dans ce plan déchets, on a un zoom sur la question de la prévention. Et sur cette question de la prévention, on a différents éléments qui ont été, des orientations qui ont été identifiées. J'imagine que vous travaillez déjà tous sur ces différents sujets, mais c'est bien quand même de les rappeler. On a la partie accompagnement des entreprises et des administrations pour réduire les déchets. On a la partie accompagnement et mise en œuvre des PLPDMA, dont on parle aujourd'hui. On a aussi la question de la réduction du gâchis alimentaire. On sait que c'est des volumes importants de déchets, qui est liée aussi à la question du tri à la source des biodéchets, pour permettre leur valorisation et leur retour au sol. On a également la question de la limitation des déchets dans le BTP, la réduction de la nocivité des déchets, repenser la production des déchets verts, développer le réemploi, la réparation et la réutilisation, et développer la tarification incitative.
Là, je vous ai mis une slide qui présente la feuille de route du plan économie circulaire. Et pour vous montrer juste que du coup, sur la partie déchets, on a des questions de la prévention et du développement du réemploi qui apparaît ici. On a plus dans le détail. Sur la partie accompagnement de projet, je vais vous citer qu'un seul appel à projet qui a été fait par la région, qui s'appelait Nouveaux territoires engagés, qui visait donc à accompagner les collectivités les plus éloignées en matière de prévention pour justement les inciter à élaborer, adopter un PLPDMA. Et pour cela, on a notamment participé au cofinancement de postes dans les collectivités qui en faisaient la demande sur une année, sur 12 mois, qui était renouvelable une fois et qui permettait aussi de financer des études et des prestations d'accompagnement pour aboutir à la mise en place d'un PLPDMA et des actions qui allaient avec. Donc sur ça, on a pu accompagner 20 lauréats, et ça a représenté 19 équivalents temps plein sur la région, ce qui, j'espère, a permis de contribuer. Vous pouvez avancer. Merci. À l'adoption de nouveaux PLPDMA. On a eu un bond assez intéressant entre 2023 et 2024. On avait comme objectif dans le PRPGD d'avoir 100% de population couverte en 2020. On n'y est pas tout à fait. Pour l'instant, en 2024, on était à 76% de territoires qui avaient adopté un PLPDMA, 14% qui étaient en cours et donc encore 10% qui n'ont pas encore lancé de démarche. Et on espère que très bientôt, ils seront convaincus et qu'on en mettra à disposition tous les outils pour qu'ils puissent y passer. Et pour finir, je vous mets aussi une petite slide sur les questions de l'animation. On travaille bien sûr beaucoup avec l'ADEME. On avait notamment fait un webinaire sur des retours d'expérience pour donner envie de faire un PLPDMA en 2022. Il est toujours disponible sur Cyclope, vous pouvez le retrouver sur la communauté SPGD. Et on avait fait également un autre webinaire spécifique sur le réemploi, la réutilisation et la réparation dans le cadre des PLPDMA en 2022 également, dans le cadre et aussi de la communauté 3R de Cyclope. Et puis, pour donner un autre type d'animation qu'on peut faire sur ce sujet qui nous intéresse, on a une communauté sur le vrac. Et donc, il y a eu également des webinaires sur le sujet qui intéressent les collectivités, avec aussi des ateliers, des visites apprenantes. Il y en a eu plusieurs qui ont été déjà faites. Et il y a des prochains rendez-vous la semaine prochaine, ou la semaine suivante, pardon, à la fois à Toulouse et à Montpellier. Vous pouvez aller rencontrer des acteurs. Et donc, il y a encore des places disponibles pour ces événements. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez en savoir plus sur ces questions-là. Voilà, j'ai un peu dépassé, désolé. Merci beaucoup pour cette intervention. Je voulais juste peut-être aussi donner peut-être la parole à ce moment-là à Laure Déco et Madame Messano. J'ai vu qu'elle était avec nous. Oui, bonjour. Je pense que l'ADEME et la région ont tout dit, mais nous, on accompagne la région dans le suivi du plan. Et donc, au travers de l'enquête collecte qu'on réalise pour l'ADEME, on collecte aussi des données sur les PLPDMA. Donc, c'est dans ce cadre qu'on accompagne l'un et l'autre, finalement. Et on est aussi à la disposition des collectivités sur quelques sujets que ce soit qui concernent la collecte des déchets ou le traitement des déchets, bien sûr. Merci beaucoup. Écoutez, je vous propose d'enchaîner directement avec voilà, une partie un petit peu plus contextuelle. On va rentrer un peu plus voilà, dans le détail de qu'est-ce qu'on met derrière aussi la notion de PLPDMA. Et pour ça, je vais laisser la parole à Alexandre. Merci Julien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Alexandre Dain, je suis parti de l'APESA, qui est un centre technologique basé en Nouvelle-Aquitaine et qui accompagnons du coup l'animation. Et à côté de ça, je fais aussi pas mal d'accompagnement, notamment sur les questions d'élaboration de PLPDMA. Donc, on va pouvoir partager un certain nombre d'informations avec vous. Je voulais tout d'abord vous remercier en tout cas pour l'enquête. Vous êtes pas mal à avoir répondu et je pense que c'est quelque chose qu'on va essayer de maintenir d'avant de proposer. Donc, on identifie les sujets avec vous. Mais cette fois, on a vraiment fait le choix de vous puissiez vous exprimer sur vos besoins et vos attentes. Et donc, on a à la mesure du possible de réorganiser aussi ce qu'on avait prévu de vous transmettre en fonction de vos attentes pour répondre à un maximum de questions.
Donc, il y avait quand même tout un tas de questions sur, et de besoin, en tout cas, de reposer un peu le cadre sur ce qu'est un PLP-DMA. Et je pense que ce sera aussi des éléments importants sur la suite du webinaire. On va essayer de travailler un peu les liens entre PLP-DMA et économie circulaire. Donc, ça nous semblait important de reposer un certain nombre de cadres sur ce qu'est ces fameux plans locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés, avec deux grands mots finalement, la question de la prévention et la question des déchets ménagers et assimilés. Donc la prévention, ça a été déjà évoqué par la région sur notamment tout ce qui évitait de demain devenir un déchet. Donc soit on essaye de réduire, soit on trouve des solutions pour gérer de proximité ou réemployer. Et le deuxième terme, c'est la question des DMA. Ça, c'est vraiment le point clé, le point important à avoir en tête quand on parle d'un DMA, c'est que ça s'intéresse exclusivement aux déchets ménagers et assimilés. Donc, pour faire assez simple, l'ensemble des déchets qui sont collectés par les services publics. Et c'est vraiment ça l'objectif du PLP-DMA, c'est de réduire la quantité de déchets produits en mesurant la quantité de déchets qui est collectée par les services publics. C'est là où on aura des points aussi à réfléchir en termes de la différence entre PLP-DMA et économie circulaire. Ces PLP-DMA, ils sont obligatoires pour l'ensemble des collectivités qui ont la compétence collecte des déchets. Et donc, derrière, la question de la prévention est valable pour une durée de 6 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 6 ans, vous devez renouveler l'élaboration de votre PLP-DMA pour un nouveau cycle. Ce qui est important aussi quand on parle de PLP-DMA, c'est qu'ils doivent être cohérents avec les objectifs supraterritoriaux. Les PLP-DMA doivent contribuer à la fois à la réussite des objectifs de planification régionaux et aux grands objectifs nationaux, notamment souvent un des articles que l'on prend quand on parle de PLP-DMA, c'est cet objectif de réduction de 15% des déchets en 2030 par rapport à l'état de 2010. Et c'est souvent encore voilà, des objectifs qu'on essaye d'avoir en tête et de garder. Quand on dit doivent être cohérents, ça veut dire que finalement, l'objectif, c'est que chacun contribue à l'atteinte de ces objectifs. Ça ne veut pas dire que forcément votre PLP-DMA doit aboutir à 15%, puisque l'état des collectivités n'était pas forcément le même en 2010. Il y avait potentiellement des efforts qui avaient été faits de manière plus importante en fonction des collectivités, mais c'est bien l'objectif que la somme des PLP-DMA puisse permettre au niveau national d'atteindre ces objectifs. C'est un peu comme ça qu'est structurée la loi. Les deux autres choses importantes qui sont obligatoires quand on parle de PLP-DMA, c'est l'obligation de rentrer à la fois dans un processus de consultation. Et donc là, il y a une phase de consultation qui est obligatoire quand on est au niveau en amont finalement de l'adoption du PLP-DMA. Vous devez passer par une phase de consultation de l'ensemble des administrés du territoire. Une phase de concertation un peu plus tôt et qui vous permet de co-construire avec les du territoire ces grands objectifs du PLP-DMA et l'ensemble des actions qui en découlent. Il y avait pas mal de questions sur le sujet de la mobilisation des acteurs et c'était une des difficultés que vous nous avez fait remonter. Alors, il faudrait avoir un temps un peu plus important et on verra peut-être dans la suite de l'accompagnement si à un moment on peut vraiment prévoir sur des temps en présentiel un temps spécifique là-dessus pour accompagner différents PLP-DMA et différents travaux. Peut-être 3 clés de réussite, en tout cas que moi j'essaye de partager et de construire avec les collectivités. La première, il y a vraiment cet enjeu de permettre la participation et de donner envie. Ça, c'est vraiment une des premières clés, c'est-à-dire comment vous allez l'organiser, anticiper du coup les invitations, le faire sur des horaires qui correspondent à la cible, puisque là, vous avez l'ensemble de vos cibles que vous allez toucher. Ben, le choix des horaires, des lieux est quelque chose d'extrêmement important pour essayer déjà
mettre cette participation, c'est assez facile. La deuxième, c'est d'arriver à toucher les cibles. Et ça, on le voit dans beaucoup de PLPDMA. Il y a certaines cibles qui sont plus compliquées que d'autres à aller chercher. Et on rencontre un certain nombre de difficultés. Et pour essayer en tout cas de toucher au mieux ces cibles, on a souvent tendance à qualifier un peu les cibles qu'on veut toucher. Il manque souvent une étape derrière, c'est OK, vous avez fait la liste de vos cibles. Maintenant, qui est la personne la plus légitime pour aller toucher cette cible et qui va être capable de faire passer le message à cette cible? C'est souvent quelque chose qui est oublié, où finalement on a nos cibles, on envoie les invitations, mais on sait très bien qu'une invitation, et on le voit toutes et tous dans toutes les sollicitations qu'on a, si c'est une personne qu'on connaît et qui nous semble légitime, on va plus ou moins répondre vite et de manière positive à ces sollicitations. Donc ça peut être bien d'identifier au sein de votre collectivité. Voilà, clairement, on sait très bien que des fois, pour toucher les entreprises, passer par le service de développement économique, c'est des pratiques qui peuvent le faire, qui peuvent être intéressantes. Mais il y a aussi d'autres pratiques qui peuvent aller toucher via des clés d'entreprise. En tout cas, essayer d'identifier les relais les meilleurs relais pour chaque cible. Et ça peut aller jusqu'à de la construction. Moi, je travaillais avec Châtellerault encore avant-hier, et donc eux, ils ont vraiment construit un réseau des entreprises sur le sujet de l'économie circulaire, avec un nom, etc. Et ils arrivent maintenant beaucoup plus facilement à toucher ces cibles-là. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent être importantes. Et la dernière, je pense, c'est repenser l'implication des parties prenantes. OK, on les fait rentrer dans un processus de concertation, mais souvent, finalement, on vient les chercher, on leur demande leur avis, et après, ces personnes sont sorties finalement de tout le reste de la prise de décision, sont vraiment des fois sous-impliquées. Et je pense que même à titre personnel, il n'y a rien de plus dommage quand on participe, on donne des idées, et derrière, on ne sait pas ce qu'il en est fait, on ne sait pas pris des décisions, et on peut même pas participer du coup aux choix qui sont faits. Donc je pense que mais surtout, c'est des choses qui sont intéressantes à re-réfléchir finalement, comment on implique les personnes dans les processus de concertation. Et c'est pas venir une fois à une réunion pour qu'ils donnent leur avis. Je pense que si on veut vraiment travailler de manière plus intelligente et favoriser la participation, il faut favoriser aussi du coup l'implication jusqu'à la prise de décision. Il y a d'ailleurs, je pourrais vous le transmettre, un papier qui est sorti il y a 2 semaines sur la question des comités de pilotage et la remise en question de ces comités de pilotage qui sont finalement validés que par une ou deux personnes bien souvent, et qui posent problème qui poussent pas justement à s'engager dans un processus de concertation, puisque derrière, ce n'est choisi que par quelques personnes. Voilà un peu 3 points clés que je voulais vous partager là-dessus. Et la dernière chose qui est extrêmement importante quand on parle de PLPDMA, c'est qu'il y a une obligation d'avoir une gouvernance spécifique, qui est cette commission consultative d'évaluation et de suivi du PLPDMA, la CCES. Là encore, il est conseillé de l'ouvrir au maximum. Il n'y a pas d'obligation, c'est de l'incitation. Par contre, elle va avoir un rôle majeur, puisqu'elle va valider l'ensemble des étapes d'élaboration du PLPDMA. Et ensuite, elle va tous les ans faire ce travail finalement d'évaluation des indicateurs, et d'essayer de faire des actions correctives pour que du coup on puisse atteindre au mieux l'objectif qui était fixé initialement sur le PLPDMA. Vous avez un document qui est très bien, qui a été fait en 2022. Là, je vais juste mis des schémas, mais voilà, il vient vraiment pour reprendre à la fois dans les phases d'élaboration et les bonnes pratiques, qui s'appelle élaborer et conduire avec succès un PLPDMA. On vous l'a mis dans les ressources téléchargeables. Honnêtement, si c'est un document que vous ne connaissez pas, c'est un peu pour tous ceux qui veulent aller sur un PLPDMA. C'est extrêmement clair et bien fait, bien détaillé. Vous avez toutes les étapes et les bonnes pratiques à chaque fois, de la préparation jusqu'à la révision. Là aussi, il y avait quelques questions sur la révision. Finalement, il faut savoir que la révision d'un PLPDMA, ce n'est ni plus ni moins que l'élaboration d'un nouveau PLPDMA, mais qui prend la suite. Donc en général, ça va plus vite sur la phase d'état des lieux initial, mais après, vous devez l'ensemble du process habituel de réalisation d'un PLPDMA.
Dans ce document, vous allez aussi avoir l'ensemble des axes. Je vous les remets ici, puisque alors ça correspond aussi aux axes qui avaient été à peu près fournis par la région. Mais ils sont importants dans le cadre du référentiel économie circulaire, puisque dans les notations qui vous sont proposées, notamment sur les différents axes thématiques et les 7, vous avez tout un tas de questions, à savoir combien d'axes thématiques vous avez pris en compte. Et pour avoir la totalité des points dans le cadre du référentiel, on vous demande de prendre la totalité des axes en question, notamment même la question des déchets marins quand vous n'êtes pas en milieu littoral. Voilà, puisque on sait très bien avec les migrations des différents déchets que même quand on n'est pas proche de la mer, on est on est toujours finalement connecté par les bassins fluviaux à la mer et que du coup, on a toutes et tous un rôle à jouer pour limiter les déchets marins, d'où un axe mis pour collectivité. Voilà, sur la partie un peu réglementaire et structurante du PLPDMA. Au-delà des objectifs de réduction des déchets, c'est aussi des très bons outils pour maîtriser la dépense publique. Ça a été bien évoqué par la région. C'est un coût important, la gestion des déchets. Plus on les réduit, moins on a de déchets à gérer et donc plus on fait d'économies. Et ça peut être un des objectifs aussi qui motive des collectivités. Ça oblige un processus de concertation, un travail avec les acteurs du territoire et donc se servir de ce temps-là, pas juste pour les faire venir et faire de l'idéation avec les acteurs, mais vraiment dans un objectif de créer ce réseau, créer des synergies entre les acteurs. C'est aussi un très bon moment pour se poser sur la partie vraiment de travail et travail en concertation avec le territoire. Je pense que la pire des choses sur la construction d'un PLPDMA, c'est de le faire parce que c'est réglementaire et du coup de le faire sur un pas de temps rapide et de ne pas prendre le temps de le travailler. Faut vraiment le travailler comme une stratégie de votre collectivité et prendre le temps de bien travailler cette stratégie. C'est un moment important et voilà. Souvent, quand c'est réglementaire, imposé, obligatoire, on a tendance à dire bon, on va le faire, on est obligé, donc on le fait. Voilà, ça peut être quelque chose de stratégique pour votre territoire. Donc vraiment, prenez le temps de le faire. Les meilleurs exemples, c'est vraiment quand on a pris le temps de travailler avec ces acteurs et de le faire vivre sur le temps long. Sinon, c'est souvent des objets réglementaires qui sont peu suivis et qui ont peu d'impact sur la mobilisation des acteurs en externe, mais aussi en interne au sein de la collectivité. Et je dis bien interne, puisque c'est aussi un bon moyen de parler déchets au-delà du service déchets. Et avec les autres services, quand on parle de réduction, on a pas mal de services qui sont concernés au niveau des écoles, du développement économique. Enfin voilà, il y a tout un tas de services du sport avec lesquels on peut parler de ce sujet. Et pas que ce soit, voilà, on a le service déchets, on gère tous les déchets. Donc là, on travaille avec les autres services de la collectivité. Donc c'est un bon moment pour le faire. Les ressources nationales, enfin moi, si je mettais un peu les trois grandes ressources nationales que vous devez avoir en tête et vous avez les liens, j'ai parlé du document de l'ADEME qui est assez long. Vous avez aussi la petite synthèse qui va avec quand vous téléchargez sur le lien. Et ensuite, vous avez un décret qui est relatif au programme locaux de prévention qui, donc là, vient rappeler exactement ce qu'est et ce qui est obligatoire de faire quand vous créez un PLPDMA, donc de son élaboration jusqu'à sa validation, sa déclaration en préfecture et du coup son suivi dans le temps. C'est assez intéressant d'avoir bien en tête ce document puisque quand on veut intégrer la question du PLPDMA dans des documents des fois un peu plus grands, faut savoir qu'on peut, à partir du moment où on
on applique à la lettre ce qui est demandé dans le décret, intégrer le PLPDMA pardon, dans un document plus large. C'est des choses qui sont possibles, qui va au-delà du PLPDMA, tout en vraiment validant et en faisant valider par la préfecture. Et vous avez un document plutôt aussi bien fait, qui commence à dater, mais qui avait été fait en 2015, actualisé en 2017, qui est une foire aux questions. Les principales questions qu'on peut se poser. Et en général, quand vous avez une question, souvent la réponse, et ça vous donne la possibilité, on va avoir des retours d'expérience justement qui illustrent certaines questions. Est-ce qu'on peut le déployer à plusieurs EPCI, puisque on a dit que c'était la collectivité à compétence déchets, mais justement elle donne toutes les clés de réussite de pouvoir la travailler pas à l'échelle uniquement de sa collectivité, mais à l'échelle de plusieurs collectivités quand ça fait sens d'un point de vue géographique et territorial. Et vous avez comme ça pas mal de questions qui sont abordées. Il est vraiment très bien fait et très utile. Donc voilà un peu les trois documents à avoir en tête. Peut-être Alexandre, juste une petite précision concernant le guide ADEME, en effet, qui fait référence sur le PLPDMA. Il est accessible sur la librairie ADEME, donc très facilement voilà, trouvable par tout le monde. Ça marche, mais tous les liens, là, c'est des liens hypertextes, donc il y aura juste à cliquer et en effet, on arrive sur la librairie et on peut le télécharger. Tout à fait, merci. Merci pour vos interventions. On va passer à la séquence dédiée au retour d'expérience. J'ai vu que là, c'est connecté du PNR Grand Cos. Est-ce que vous êtes bien avec nous? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend bien. Alors, Ok. on prévoit la séquence retour d'expérience jusqu'à 10 heures environ. Donc, on a 2 retours d'expérience, une vingtaine de minutes environ. Donc, une petite dizaine de minutes par retour d'expérience. Et donc, allez-y, Madame Lila, on vous laisse la parole. Très bien, merci. Donc bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Manon Lila, je travaille au Parc naturel régional des Grands Cosses, donc c'est situé dans le sud Aveyron, territoire qui s'est récemment élargi sur le nord de l'Hérault, mais on va le voir la carte juste après. Moi je suis en charge donc de l'économie circulaire et de la transition écologique au sein du parc. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a mené une action avec les collectivités qui elles-mêmes, avec lesquelles on s'est engagé dans un contrat d'objectif territorial avec l'ADEME depuis début 2022. Donc, on est sur un contrat d'objectif territorial multi-EPCI. On a 5 EPCI qui sont embarqués dans la démarche au travers de la signature du parc de ce contrat-là. Et donc, la démarche du PLPDMA dont je vais vous parler aujourd'hui s'inscrit dans ce cadre-là. Donc au niveau du parc, donc effectivement on est sur un parc naturel régional, donc vous avez l'étendue qui est présentée là sur la carte. On est situé donc sud Aveyron, nord Hérault. On a 119 communes, 380 000 hectares, 105 000 habitants, mais une densité moyenne de population qui est autour de 20 habitants au kilomètre carré. Donc on est sur un territoire qui est très rural avec 2 pôles urbains entre guillemets que sont Millau et Saint-Afrique. Voilà, je peux en dire plus sur le territoire. Sur la démarche, voilà, donc c'est ce que je vous disais. Donc le lancement de la mission économie circulaire, elle est arrivée au parc en septembre 2022, donc avec mon arrivée et dans le cadre de ce contrat d'objectif territorial. Donc comme tout contrat d'objectif territorial, l'idée c'est d'accompagner les collectivités qui sont signataires sur des actions pour progresser sur les 2 volets que sont climat, air, énergie et économie circulaire. Voilà. Et dans le cadre de ce contrat d'objectif territorial, l'état des lieux de départ des collectivités a notamment pointé du doigt le fait qu'aucune d'entre elles n'avait de PLPDMA, malgré le fait que c'était obligatoire déjà depuis 2012, je crois, donc depuis bien longtemps. Voilà, donc c'est la première action qu'on a menée quand je suis arrivée parce que réglementairement, je sais que ce n'est pas l'argument essentiel, mais c'est quand même un moteur non négligeable. C'était nécessaire, notamment pour des collectivités qui souhaitaient aller chercher des subventions pour des investissements liés à des actions qui auraient dû être inscrites dans un PLPDMA. Donc ça a été un des arguments pour certaines collectivités. Et l'idée, ça a été d'enclencher, de profiter de cette demande-là d'une collectivité pour embarquer les 5 autres sur une démarche mutualisée pour élaborer les PLPDMA et les suivre par la suite. Voilà.
parce que finalement, les besoins, ils étaient similaires sur les territoires. On est sur des territoires qui sont similaires en termes de dynamique, en termes de caractérisation, d'habitants, etc. Donc, ça faisait sens de faire une démarche mutualisée. Et ça a permis, on y reviendra après aussi, pour ces collectivités-là, de façon très pragmatique, d'optimiser les coûts de réalisation de l'étude et donc du PLPDMA. Donc, pour ça, on a fait une consultation. Non, je n'ai pas fini. Ouais, merci. On a fait une consultation, on a retenu donc un bureau d'études qui nous a accompagnés sur cette étude-là. Ce qui était demandé, c'était donc la commande de base, c'était donc d'avoir une étude qui soit commune. Donc le principe global, c'était d'avoir quelque chose qui soit mutualisé, mais de toujours garder les deux échelles. Donc l'échelle parc, l'échelle des 5 Comcom, mais toujours avoir une redescente à l'échelle de chaque communauté commune, notamment pour une bonne appropriation derrière au sein des collectivités et des conseils communautaires ou autres des documents. Donc voilà, avoir vraiment toujours les deux niveaux d'analyse, de garder le collectif aussi, ça permet aux collectivités de se positionner par rapport à leurs voisins et c'est toujours important, et notamment au niveau des élus, ça leur parle aussi. Donc voilà, on a de façon globale navigué à ces deux échelles-là. Et de la même façon, sur les actions qui sont arrivées à l'issue de l'étude, on avait des actions communes donc, qui ont été travaillées collectivement et des actions plus spécifiques sur chacune des collectivités parce qu'une volonté politique d'aller par exemple sur une tarification incitative, d'autres non, de pousser le bouchon entre guillemets sur des placettes de broyage de déchets verts, enfin voilà, qui étaient plus spécifiques et non par tous. Donc, ça a accompagné sur la phase de diagnostic, sur la phase de définition des stratégies et des actions, communes ou non, et aussi sur un cadre commun, une méthodologie commune pour élaborer le PLPDMA. Donc, derrière ça, c'est une trame en fait de PLPDMA qui a été proposée aux collectivités avec des fiches actions aussi proposées. Donc, en gros, il y avait une matrice qui était quasiment... il n'y avait plus grand-chose, le travail a été largement pré-mâché pour les collectivités pour qu'elles puissent finaliser la rédaction du document derrière. Toujours dans l'idée de leur faciliter le travail, on est sur des petites collectivités qui ont peu de moyens. Donc le parc vient en mutualisation d'ingénierie, mais là on est sur la même idée d'essayer de leur faciliter la vie et que derrière la finalisation du document soit le plus simple possible. Certaines d'entre elles avaient fait le choix, on l'avait laissé au choix, d'une rédaction intégrale par le bureau d'études. Voilà. Donc certaines l'ont fait en interne, d'autres l'ont délégué au bureau d'études parce que d'un point de vue calendrier, ça ne coulait pas. D'un point de vue la démarche, on a fonctionné comme on le fonctionne en fait sur le COT avec des copiles territoriaux. Donc les copiles territoriaux, ça regroupe les 5 communautés de communes, les élus et les techniciens. Donc on a des binômes élus techniciens sur chaque communauté de communes. Donc on s'est réunis autant de fois que nécessaire à l'échelle territoriale et ensuite toujours pareil, une redescente à l'échelle des communautés de communes pour, sur des parties stratégiques, la présentation du diagnostic, la validation des orientations stratégiques et des actions communes et spécifiques. Là, on avait des réunions spécifiques dans les collectivités. Et de la même façon, la restitution finale s'est faite sur ces deux échelles-là. Au niveau financier, donc c'est le parc qui a porté la démarche. Donc c'est nous qui avons signé le contrat avec le bureau d'études. On a aussi fait une demande de subvention pour cette étude-là. Le fait d'avoir mutualisé l'étude, ça nous a permis d'aller chercher des subventions, d'atteindre la maille critique, entre guillemets, pour prétendre aux subventions de la région. Chaque collectivité individuellement n'aurait pas pu accéder aux subventions. Voilà. Donc aussi d'aller chercher. Et le parc a fait simplement boîte aux lettres, donc tant sur la subvention que sur le delta qui est resté. En fait, c'est les collectivités qui l'ont pris en charge. On a fait des conventions avec chacune d'entre elles pour définir le montant du reste à charge en fonction des options qui étaient choisies. Voilà. Et en termes de calendrier, du coup, on a fait ça de mars à novembre, donc ça doit faire à peu près 6 mois. On voulait le faire plus court, mais parce qu'on est toujours un peu ambitieux au début, mais la réalité est passée par là et donc on a quand même tenu des délais assez courts, mais un petit peu plus longs que ce qu'on voulait au début. Voilà, donc en termes de bilan, le bilan il est positif dans le sens où nos 5 PLPDMA sont aujourd'hui validés, avec un socle commun qui est très important, enfin, sans avoir fait le détail, mais on est quasiment à 90% d'actions communes sur nos 5 PLPDMA.
On aurait pu imaginer de faire un seul PLPDMA sur les 5 collectivités, mais le choix ça n'a pas été ça parce qu'il y a toujours la volonté politique d'avoir son propre document et ce qu'on entend tout à fait. L'essentiel n'étant pas là, la démarche était menée et mutualisée, donc le pari est gagné en ce sens-là. Les PLPDMA, ils sont venus aussi renforcer et préciser le plan d'action économie circulaire qu'on avait déployé dans le cadre de la mission économie circulaire du COT. Donc, on avait un plan d'action avec un certain nombre d'actions et celles-ci, donc les moyens notamment de ces actions-là, ont été précisés dans le cadre des PLPDMA. Donc, ça, c'est quand même hyper intéressant en termes de projection sur des politiques publiques, tant de moyens financiers que de moyens humains. Et ça a permis aussi d'asseoir la légitimité, entre guillemets, de la réaffectation de certains ETP sur des postes autour de la prévention des déchets et de l'économie circulaire au sens large. Voilà, des leviers pour des politiques de prévention de déchets et plus largement d'économie circulaire. Donc effectivement, c'est vrai que PLPDMA, c'est une entrée très déchets. Nous, on l'a de suite raccroché à l'économie circulaire, donc on a aussi donné des petites connotations un peu plus larges d'économie circulaire sur nos PLPDMA. Et pour nous, c'est aussi un moyen, c'était via cette action-là, un moyen d'embarquer sur le volet économie circulaire, mais pour les embarquer derrière via une dynamique territoriale, via des échanges, etc., sur des projets plus structurants, entre guillemets, plus éloignés sur le volet de l'économie circulaire par la suite. Donc, c'est toujours de naviguer à deux vitesses, d'accompagner les collectivités sur un besoin court terme pour derrière se projeter aussi sur des projets plus structurants et peut-être plus éloignés de leur demande initiale. Donc voilà, la relation de confiance aussi, elle passe par cette dynamique territoriale qui a été un co-bénéfice, entre guillemets, de cette démarche mutualisée. Voilà, et donc des actions opérationnelles qui se concrétisent au quotidien et qui se renforcent, donc qui étaient déjà prévues dans le cadre du plan d'action économie circulaire et qui se sont vues concrétisées et renforcées au travers des PLPDMA. Voilà, donc les principaux atouts de cette démarche-là, donc c'est les économies financières, là c'est ce que j'avais remis, c'est non négligeable parce que pour vous donner une idée, un PLPDMA d'une collectivité seule, on est à peu près à 20 000 euros. Là, on s'est retrouvé avec des collectivités qui ont eu un reste à charge de 4 à 5 000 euros. Donc on est sur un gain financier non négligeable pour les collectivités qui s'est enclenché au travers de cette démarche et qui nous a servi pour plein d'autres projets autour de l'économie circulaire par la suite. Donc voilà, donc c'est hyper important en ce sens-là. Voilà, on peut passer à la suite si vous voulez. Et oui, donc les points de vigilance, je dirais d'anticiper la mobilisation des moyens humains au sein des collectivités, donc tant sur la phase d'élaboration, mais aussi sur la partie mise en œuvre, parce que l'intérêt du PLPDMA, c'est ce que je disais, ça permet de mettre aussi des chiffres sur des moyens humains internes aux collectivités. Quand on est sur le plan d'action économie circulaire à l'échelle du parc, on ne rentre pas dans ce détail-là. Là, l'avantage, c'est à la redescente à la maille intercommunale, c'est que ça permet de mettre des moyens humains aussi derrière les actions et aussi que ça puisse être apporté comme argument auprès des élus pour consolider les postes vers des actions d'économie circulaire au sens large. Donc, veiller à redescendre à la maille interco, ça je l'ai dit, pour une bonne appropriation des documents et surtout des projets. Et utiliser les PLPDMA, alors les CCES, je pense que vous en avez parlé, j'étais pas là au début, mais je suppose que vous en avez parlé, les commissions consultatives d'élaboration et de suivi, qui ont été créées du coup dans le cadre de la démarche. Donc elles-mêmes, il y a eu une certaine mutualisation dans la création de ces CCES, puisque il y a eu de la même façon un socle commun d'acteurs invités dans chaque CCES des 5 collectivités. D'autres ont été spécifiques. Encore une fois, on a laissé le choix aux collectivités, évidemment. Et donc d'utiliser ces CCES comme des outils de suivi des politiques locales. Donc encore une fois, vu qu'il y a cette obligation de suivi annuel, derrière, ça permet aussi d'élargir à des sujets un peu plus qui ne sont pas directement dans le champ du PLPDMA, mais qui touchent à l'économie circulaire au sens large. Voilà très rapidement. Je ne sais pas si c'était clair, mais je reste disponible pour des questions si vous le souhaitez. Merci beaucoup Manon pour cette intervention. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Entre-temps, on en a eu une sur le sujet
des financements pour engager un ETP et élaborer un PLPDMA. Alors, je vais peut-être laisser l'ADEME et la région compléter. Oui, tout à fait. Merci Manon pour ce témoignage. Du coup, concernant voilà, le volet voilà, subvention publique sur le PLPDMA, donc côté ADEME, comme cela a été clairement indiqué, le PLPDMA est un outil réglementaire, donc obligé voilà, par la réglementation. Et du coup, on n'intervient pas strictement voilà, sur le champ du PLPDMA, mais on peut accompagner voilà, des postes et des investissements ou des études sur le champ de thématiques liées aux piliers de l'économie circulaire. Donc, on va y venir ensuite par la suite là, pour élargir le sujet déchets au champ et économie circulaire. Et nous, côté ADEME, voilà, c'est plutôt en lien avec des projets opérationnels dans les territoires. Et côté région, le dispositif appel à projet est terminé. Donc, tenu 2021-2023, mais maintenant c'est fini. Désolé. Pour les postes. Il peut y avoir des aides sur des études et après sur les investissements également. Merci pour Ouais. vos compléments. Oui, Ouais, vas-y, Manon, Alexandre. j'ai juste une petite question en complément. Il y a eu le choix, j'entends, d'avoir du coup 5 PLPDMA plutôt qu'un. Du coup, 5 CCES aussi plutôt qu'une. Ça, c'est aussi un choix. Et pourquoi ce choix? C'est ce que je disais un petit peu, là, il y a quand même un enjeu politique derrière d'avoir un document de planification sur la prévention des déchets. Et donc, le choix a été fait que chaque collectivité garde la main, entre guillemets, sur la validation de son document et le suivi et son animation. Donc, voilà, c'est la raison qui a été avancée et pour une simplicité aussi de validation derrière. Ok. Mais dans les faits, comme je disais, on est sur des PLPDMA avec 90% d'actions communes. Donc, dans les faits, notre fonctionnement territorial, il continue de fait et la mise en œuvre des PLPDMA, elle continue de façon collective. Ok, merci. Merci beaucoup. Eh bien, on va pouvoir passer au deuxième retour d'expérience, qui concerne donc le. Et donc, si vous êtes avec nous. Oui, je suis là. J'ai pas de caméra, là, je suis en transition de PC et celui-là ne marche pas non plus. Mais si vous m'entendez, c'est l'essentiel. Pas de souci, on fera avec, on vous entend très bien. Parfait. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Jean Loudin, directeur communication et économie circulaire au CIDED du Lot. Pour présenter très rapidement la structure sur la slide suivante. Donc, c'est un syndicat qui a fêté ses 30 ans, dont le champ d'action est l'ensemble du territoire du département du Lot, compétent en matière de déchets à l'origine et qui a ensuite eu d'autres compétences en lien avec l'environnement sur le bois énergie et le cycle de l'eau. Voilà, ça met un peu de temps à s'afficher. C'est environ 270 agents et un budget de fonctionnement de presque 40 millions d'euros en 2023. Sur la slide suivante, donc la réalisation du PLPDMA, en fait, j'ai repris les étapes qu'on avait connues. J'étais pas là en l'an 2000, mais c'est le moment les premières actions de prévention qui est relativement tôt, il me semble, donc avec la promotion du compostage individuel, des interventions en milieu scolaire, le stop pub pour les quelques actions un peu emblématiques. On a saisi l'opportunité en 2010 de réaliser un premier plan de prévention des déchets qui était soutenu par l'ADEME à l'époque. Donc c'était un peu l'ancêtre du PLPDMA de ce que j'ai compris dans les documents. Ça nous a permis de structurer quelques actions, d'aller plus loin sur certains sujets. Pour prendre l'exemple, donc à partir de 2017, on a pu lancer le compostage collectif en établissement puis en pied d'immeuble. On a pu faire d'autres animations en milieu scolaire. On a installé aussi nos premiers espaces réemploi en déchetterie sur cette période-là. Et on avait aussi lancé une opération de distribution de sacs à bas avant même l'interdiction de distribution des sacs dans la grande distribution. Donc voilà, ce plan de prévention nous a permis de structurer les actions qui existaient déjà depuis le début des années 2000. Ensuite, on a saisi l'opportunité de s'engager dans le programme Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage, qui était là aussi soutenu. Donc pareil, ça nous a permis d'aller encore un peu plus loin sur certaines actions. Je pense notamment au
toutes les actions pour le milieu touristique, les actions tourisme zéro déchet. On a pu aussi s'essayer à d'autres activités comme la valorisation des gravats. Et en fait, on voit qu'on était déjà dans des actions d'économie circulaire, même si on ne mettait pas forcément le nom dessus. Et du coup, en 2019, on a basculé sur un premier vrai PLP-DMA. Et la particularité, donc, ce sont les 6 collectivités adhérentes déchets qui nous ont délégué cette mission-là. C'est le site qui l'a réalisé pour les 6 adhérents qui regroupent l'ensemble du territoire du département. Puisqu'il y avait déjà cette historique d'action de prévention qui était portée au niveau du département. Sur ce premier PLP-DMA, ça nous a permis de travailler sur l'animation du réseau de référents environnement, des actions des années 2016-2018. On avait prévu aussi le déploiement de la tarification incitative. On n'y est toujours pas, mais en tout cas, ça faisait partie des actions identifiées dans ce PLP-DMA. On avait aussi la volonté de réguler les apports en déchetterie. Il y avait des sujets de lutte contre le gaspillage alimentaire avec l'opération Gourmet Bag, où on avait pu s'appuyer sur un réseau de restaurateurs dans le Lot pour faire cette promotion-là de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et on avait aussi l'objectif de généraliser la pratique du compostage individuel ou collectif. Donc, ce premier PLP-DMA va se terminer. Entre-temps, on a été lauréat d'un codec. Ça, je ne sais pas si je l'ai. Ouais, si je l'ai après dans le lien avec l'économie circulaire, mais du coup, on a aussi fait un codec entre-temps et le CIDED a piloté la réalisation d'un plan stratégique lotois déchets 2035 pour l'ensemble du territoire, co-construit avec les adhérents. Et donc, ça va nous amener aussi sur un PLP-DMA renouvelé en 2026, sachant qu'aujourd'hui, la plupart des actions sont déjà stratégiques lotois avec la feuille de route de pilotage de l'activité déchets. Pour parler de quelques réussites sur le PLP-DMA, l'avantage, c'est qu'on avait vraiment la prévention dans l'ADN du CIDED. En fait, on ne s'est pas posé la question de savoir quoi mettre dans le PLP-DMA, mais c'est plutôt on avait des actions déjà qui étaient réalisées. Et l'opportunité du PLP-DMA nous a permis de structurer en fait la démarche. On a aussi toujours une gouvernance, une vice-présidence dédiée. Et ça, depuis très longtemps, ça rejoint le fait que ce soit dans l'ADN du CIDED. On a toujours eu des élus très sensibles au volet prévention, animation, communication. Donc voilà, on avait un terrain assez facilitant pour ça. Du coup, on a eu aussi les moyens RH en conséquence avec une équipe mobilisée, une responsable de service, la coordination des animateurs de terrain. Donc, on avait une force de frappe à la fois pour construire le PLP-DMA et aussi pour le mettre en œuvre au quotidien. Et évidemment, après, les différents soutiens financiers ont aidé à la réalisation et à faire vivre en fait ce PLP-DMA. Je pense notamment à projet ADEME Région, etc. Enfin, tous ceux qu'on connaît, dont on a pu bénéficier, dont on peut encore bénéficier aujourd'hui. Pour faire le lien avec l'économie circulaire, en fait, on s'est engagé donc dans un codec, un contrat d'objectifs déchets économie circulaire sur 3 ans, 2021-2023. Et on s'est rendu compte en fait que pour construire ce codec, il y avait déjà pas mal de choses qui étaient dans le PLP-DMA. J'ai parlé de la valorisation des gravats, mais on avait aussi des choses en lien avec les acteurs du monde économique, des entreprises. Et en fait, on avait déjà fait plein de pas vers l'économie circulaire sans s'en rendre compte à travers ce PLP-DMA, puisque de fait, il engage vers ce type d'action d'économie circulaire. Ça nous a permis aussi de prétendre à des subventions fonds verts. On a des subventions fonds verts. Le PLP-DMA est un des outils indispensables pour pouvoir prétendre à ce type d'accompagnement. Et le plan stratégique donc on a réalisé par les élus en 2024 reprend beaucoup d'actions du PLP-DMA. Donc voilà, on n'a pas fait un programme pour faire un programme, mais c'est vraiment quelque chose qui nous a servi pour la suite et qui nous guide au quotidien. Moi, voilà, l'équipe d'animateurs, on a une dizaine d'animateurs sur le territoire et ça permet vraiment d'alimenter les actions, d'orienter
la stratégie, de savoir où est-ce qu'on va insister, où est-ce qu'on va travailler pour les années à venir. Et enfin, sur les freins à lever, je n'ai pas forcément identifié beaucoup, mais aujourd'hui, c'est voilà, comment faire différemment, renouveler les actions, parce qu'on est un peu toujours sur les mêmes actions. On va parler de réduction, de compostage, de lutte contre le gaspillage alimentaire, de réemploi, etc. Bon, nous, ça fait plus de 20 ans qu'on en parle, et quand je regarde les actions des années 2000, des fois, il y en a qui sont toujours d'actualité en 2025. Donc, voilà, comment se renouveler à la fois pour nous et à la fois aussi pour l'usager qu'on veut essayer d'embarquer avec nous. Donc, c'est je me enfin, projette sur le PLPDMA 2026. Je pense qu'il ne va pas y avoir de révolution dedans. Et après, je trouve que la problématique actuelle, qui n'est pas forcément liée au PLPDMA, mais qui est liée plutôt à l'atmosphère générale, c'est comment contrer et lutter contre la désinformation. C'est quelque chose qui fait, je trouve, beaucoup de mal à la fois en prévention de terrain, en communication. Et on a parfois l'impression que, mais voilà, les collectivités ont perdu parfois en crédibilité, et qu'il y a des voies de communication ou d'information et de désinformation qui sont très fortes, plus fortes que finalement ce qu'on peut parfois proposer. Voilà, très rapide. On a dépassé de 4 minutes, j'ai rattrapé un peu de retard. Pas de souci. Merci beaucoup pour votre témoignage. Alors, n'hésitez pas à poser de questions, hein. J'en ai pas vu dans le fil de la discussion, mais n'hésitez pas, vous avez toujours le temps. Peut-être, moi, j'aurais aimé revenir peut-être sur. J'ai l'impression chez vous. Est-ce qu'il y a vraiment des facteurs qui peut l'expliquer? Est-ce que ça fait vraiment partie de la culture du territoire, ou est-ce qu'il y a eu des choses spécifiques mises en œuvre pour favoriser ça? Oui, alors c'est vrai que je pourrais aussi en parler, parce que ça fait aussi partie des freins, je pense. C'est à la fois une grosse force, puisque la mobilisation, elle s'est faite en fait très naturellement, parce que le CIDED a toujours eu cette compétence de prévention, de communication déchets. Mmh. Donc voilà, quand il a fallu faire un PLPDMA, personne s'est battu pour le faire et tirer la couverture. Tout le monde, les élus se sont dit, et c'est logique pour un territoire de 180 000 habitants, de dire il y a le CIDED qui est en place, qui fait déjà beaucoup de choses. Donc, on va leur confier. Maintenant, le frein, c'est que le PLPDMA, aujourd'hui, c'est un outil pour les EPCI. Enfin, à la base, c'était pour les EPCI de collecte qu'on avait la responsabilité. Et il y a eu aussi un désengagement. On dit, voilà, on délibère, enfin, on délègue ça au CIDED, mais finalement, c'est le CIDED qui fait. Et l'objectif, c'est de faire avec les collectivités de collecte, parce qu'elles sont pleinement impliquées dans les actions. Des fois, voilà, c'est le truc du CIDED, et quand on convoque à la commission d'élaboration et de suivi, des fois les collectivités se disent non, mais c'est bon, enfin, c'est le truc du CIDED, qu'est-ce qu'on va aller faire à cette commission-là? Donc, des fois, on peut aussi se sentir un peu seul, et ce qui peut nous être reproché aussi. C'est-à-dire que vous faites votre PLPDMA, on n'est pas trop impliqué. Donc, voilà, ça peut être aussi un frein de laisser la place en fait à tous les adhérents pour qui on fait ce PLPDM et avec qui on a fait ce plan stratégique déchets 2035. Merci beaucoup. Entre-temps, on a une question qui est arrivée de Viviane Roche. Quels arguments majeurs ont motivé les élus pour mettre en place le PLPDM? Je pense que l'argument numéro 1, c'était mettre en place le PLPDM. Alors, il y avait un soutien financier sur le premier qui s'appelait pas PLPDMA en 2010, mais après, clairement, avoir un PLPDMA, c'est ouvrir la porte des appels à projets, des subventions. Voilà, on a eu un codec, je pense qu'il nous fallait un PLPDMA. On a eu l'appel à projet biodéchets ADEME Région avec quelques centaines de milliers d'euros. Il nous fallait un PLPDMA. Donc voilà, s'il y a un argument qui peut finir de convaincre un élu, c'est de pouvoir accéder derrière à des financements des actions. Il y en a d'autres, mais pour un élu, c'est peut-être celui qui peut vite mettre d'accord. Merci. Écoutez, mais s'il y a... Ah, je vois que si les autres, est-ce qu'il y a d'autres arguments qui vous viendraient en tête hors arguments financiers?
Mais n'hésitez pas à mettre vos arguments et votre liste d'arguments dans le chat. Et on pourra en faire une petite synthèse tout à l'heure. Mais si on veut essayer de s'intéresser notamment à la question du PLPDMA et de l'ECI, je vous propose de basculer dans la dernière partie finalement du programme et qui va peut-être répondre à moi j'ai bien aimé la fin de la présentation sur dire voilà comment on va se réinventer et comment on va essayer de renouveler pour à la fois nous motiver et motiver aussi les personnes du territoire. Le dossier qu'on va passer. Alors peut-être moi avec ma casquette commission nationale du label, mais on s'aperçoit quoi, des fois faire vivre son PLPDMA et sa CCES dans le temps, c'est des choses des fois qui sont compliquées. Le sujet déchets, on a l'impression de le traiter depuis longtemps et on a du mal des fois à garder la motivation et on s'aperçoit que quand on est vraiment très focus pur PLPDMA, prévention déchets, on a du mal des fois à faire vivre les dynamiques. Et une des pistes, en tout cas, qui nous paraît intéressante, pardon, et qui, je vois en tout cas, a des bons retours, en tout cas dans les collectivités que j'ai pu analyser, c'est la capacité à intégrer et à mieux intégrer les questions de PLPDMA, donc de prévention des déchets ménagers, et les questions d'économie circulaire. Et donc, c'est là-dessus qu'on souhaitait vous faire un petit peu réfléchir. Quand même quelques billes, parce que nous aussi, de notre côté, on a réfléchi à la question. Juste pour vous rappeler, le PLPDMA, déjà, c'est quelque chose qui est important quand vous avez votre stratégie économique. Il est intégré dans l'axe 2. Développement des services de réduction, collecte et valorisation des déchets. Et le 2.1 est disposé d'un programme de prévention des déchets. Donc, ça, vous êtes uniquement concerné si dans votre collectivité, du coup, elle est concernée. Donc, quand vous allez dans la personnalisation de votre référentiel, que vous cliquez sur je suis concerné par la collecte des déchets et l'élaboration d'un PLPDMA, vous avez le 2.1 qui s'affiche et qui vous met que vous êtes concerné, que vous devez y répondre. Et c'est d'autant plus important que le 2.1.0. Donc, quand il y a un point 0, je rappelle que c'est un objectif réglementaire et qui fait que si vous êtes concerné et que un point 0 n'est pas conforme, vous n'avez même pas accès aux différentes étoiles. Donc, ceux qui voudraient faire recommander, on a vu des collectivités qui avaient un niveau 3 étoiles, donc plus de 50% des points, mais pas le PLPDMA, qui n'ont pas pu accéder même à la première demandes qu'il y a sur la totalité du 2.1. Vous avez un certain nombre de demandes sur la mise en œuvre les objectifs sur la mise en œuvre des actions de prévention. C'est notamment ici qu'on va retrouver toutes les obligations sur les 7 axes thématiques. Vous avez des recommandations en tout cas une évaluation sur votre capacité que vous avez eue à l'élargir et à dépasser finalement en interne et en externe uniquement du coup le service déchets et les lieux concernés. Et vous avez tout un champ aussi sur le suivi. Ce qui est en lien direct. Après, et c'est là où c'est assez... comme il y a beaucoup de liens finalement entre la question des PLPDMA et de l'économie circulaire, toutes les actions et votre plan d'action du PLPDMA va forcément jouer référentiel. Donc voilà, avoir un bon PLPDMA bien structuré vous permet finalement de valider un certain nombre d'acquis et de points sur les axes, notamment l'axe 3, sur des sujets comme l'écologie industrielle et territoriale. On le voit souvent, c'est aussi en lien avec les PLPDMA. L'axe 4 sur la tarification incitative. L'axe 5 sur les actions de prévention mises à disposition des citoyens, des collectivités et des associations. Donc voilà, vous avez tout un tas de points indirects qui sont possibles grâce au PLPDMA et à son plan d'action. Du coup, Alexandre, je me permets juste d'insister sur le fait, comme vous l'avez dit,
voilà, que le PLPDMA donc, entre bien dans le champ réglementaire et en effet, pour accéder à la première étoile, le fait de ne pas avoir adopté de PLPDMA est bloquant voilà, pour valoriser toutes les autres actions. Donc c'est vraiment avoir en tête voilà, que c'est un préalable dans la démarche voilà, pour accéder aux étoiles dans le référentiel d'économie circulaire. Voilà. Et d'un voilà, qu'on a quand on a une collectivité qui a les points mais qui n'a pas le PLPDMA, on demande obligatoirement un engagement à mettre en œuvre dans les 6 mois, à initier dans les 6 mois un PLPDMA et avoir un vote en commission de la collectivité qui le stipule. Sans ça, en effet, il n'y a pas de sont possibles. Voilà, ce qui nous intéressait avant de nous vous proposer un certain nombre de pistes, c'était d'y réfléchir, parce qu'on est tous d'accord qu'il y a des liens entre notre roue du PLPNMA et notre roue de l'économie circulaire. Il y a aussi un certain nombre de différences. Et ça, on va pouvoir en discuter. Je vous invite à cliquer. Alors, Julien, tu vas peut-être pouvoir mettre le lien du mural directement dans le chat, comme ça tout le monde va pouvoir me rejoindre sur le mural et je vais pouvoir tout expliquer. Entre-temps, on a une petite question de Monsieur Gadec qui se demande si l'audit se déroule dans l'intervalle entre la fin de l'ancien et l'élaboration du nouveau PLP. Que se passe-t-il? Alors, si on est entre la fin de l'ancien et l'élaboration du nouveau. Alors, quand il y a, on ne demande pas ce qui soit validé, on demande à ce qu'il soit enclenché. Ce qui veut dire que si il est fini, donc il n'y en a plus, nous on considère que du coup, pour le moment, il n'y en a pas, donc on va demander à ce que la procédure de renouvellement soit engagée. Ça ne veut pas dire qu'il doit être adopté. Et si la procédure n'est pas engagée, on demande à la commission de la collectivité de voter le fait qu'ils engagent dans l'année un PLPDMA. Est-ce que ça répond à la question? Alors, c'est le principe du mural. Si vous vous connectez, vous faites un double-clic, il y a un petit post-it, sinon vous allez les chercher sur la gauche, mais juste en double-cliquant. Ce qu'on vous propose, c'est de prendre un premier temps, voilà, on va se prendre 10 bonnes minutes, essayer de regarder, on vous a mis différents critères, la question du périmètre et des cibles, la question des gouvernances et du portage, la question des objectifs et des indicateurs, et tout ce qui concerne la mise en œuvre et l'actualisation. Vous avez tout en haut le PLPDMA, en quoi il est différent, tout en bas, en quoi elle va être différente du PLPDMA sur ces critères. Et en violet, vous avez tous les points. Je vous invite à double-cliquer sur les cases et vous pouvez zoomer comme vous voulez sur les cases. Vous avez juste à pour créer un petit post-it, vous écrivez à l'intérieur et à compléter finalement ce tableau. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à prendre la parole ou à me le dire dans le chat. Et vous pouvez y aller dans tous les sens. J'ai même mis des petites cases à droite si vous avez des choses à dire et vous trouvez que ça rentre pas dans les cases, n'hésitez pas. Je vais... Super. Alors, du coup, oui, pour Viviane Roche, du coup, vous avez juste à double-cliquer, à mettre des petits post-it. Donc, soit vous allez les chercher sur la gauche, soit vous double-cliquez sur l'écran, ça vous crée un post-it, vous pouvez écrire. L'idée, c'est d'écrire des arguments qui répondent aux questions entre voilà, les différences qu'a le PLPDMA vis-à-vis de la stratégie économie circulaire, les points de ressemblance sur les différents critères que vous avez en haut, à la fois les questions de périmètre, de gouvernance, d'objectifs et de mise en œuvre.
L'idée, c'est d'essayer de bien comprendre un peu comment les deux fonctionnent pour essayer de créer du lien. Parce que si on veut créer du lien, il faut savoir qu'est-ce qui est similaire, mais qu'est-ce qui est aussi différent. Et du coup, à partir de là, comment on peut ou pas créer plus de liens. Et qui s'imbrique dans quoi. Et je sais pas, Julien, dans l'écran du suivi, c'est quoi qui a suivi? On voit le mural ou on est toujours sur le PowerPoint? Actuellement, je vois le mural qui Ok, s'anime en direct. c'est super. Toi, tu as enlevé le plein écran. Voilà, là, Ouais, on voit plus juste, rien. ouais, je vais juste enlever et je le remets. Hop, hop là. Et on revient. C'est tout bon. N'hésitez pas aussi s'il y a des choses que vous voulez partager, voilà, qui rentrent pas dans les cases, hein. Vous avez la colonne tout à droite, hein, qui permet de recueillir aussi vos remarques, interrogations. N'hésitez pas. On voit que ça fourmille. C'est super. Merci à vous. Je vois que les contributions ralentissent, mais il y en a toujours. Je sais pas si tu veux donner une horaire limite, Alexandre. Ouais, du coup, on peut encore se laisser une petite minute, enfin une grosse minute pour finaliser. Puis après, on essaiera
d'en faire une lecture et on va essayer de faire une lecture et analyse croisée un peu entre ce que vous avez mis, ce que j'en comprends et puis moi j'essaierai aussi de vous partager ce qui me semble aussi important d'avoir, même s'il y a pas mal de choses qui sont déjà écrites et c'est très bien. Des choses intéressantes en effet. Allez, je vous propose chacun et chacune de mettre un dernier post-it et puis on va passer à la lecture. Alors, je propose de lire un peu ce qui a été mis. N'hésitez pas à compléter, à prendre la parole si vous le souhaitez, si j'ai pas tout à fait bien repris vos propos sur la question du périmètre et cible. Du coup, voilà, on a eu pas mal de choses sur le fait que les PLPDMA, forcément, s'intéressent uniquement aux déchets ménagers et assimilés, principalement du coup aux ménages s'intéresse plutôt à la prévention et la réduction des déchets ultimes. J'entends par là, je suppose, que l'économie circulaire, elle est censée s'intéresser en priorité à la réduction des consommations de ressources et la réduction des déchets étant une résultante et un moyen d'y arriver, mais pas le seul. Et ça, voilà, je vais peut-être revenir là-dessus. Il y a deux, trois infos là qui sont importantes à partager et sur le fait notamment que ça concerne que les PLPDMA, il peut y avoir des biais aussi qui peuvent être engendrés par ça. Alors, de plusieurs types, c'est que du coup, je reprenais un peu. Ouais, les questions, alors ça va aller aussi avec les objectifs et les indicateurs, mais le fait que ça concerne uniquement les DMA et pas l'ensemble des déchets, des biais qu'on peut avoir, c'est notamment le fait qu'on va avoir peu concerner les acteurs économiques, surtout si la collectivité a fait le choix de ne plus ouvrir ces services publics de collecte des déchets aux professionnels. Du coup, ils vont être assez exclus des PLPDMA. Et on va plutôt avoir du coup encore les prestataires et partenaires de la collectivité en matière de collecte et un peu de réduction, réparation, réemploi qui vont être présents, mais tous les autres acteurs économiques du territoire on ne va pas les voir. Et l'autre biais qu'il y a, c'est que, et ça je l'ai déjà vécu, en fermant les services de collecte des déchets aux usagers professionnels, du coup, on ne vient pas réduire la quantité de déchets, mais on vient améliorer le PLPDMA dans le sens où on a réduit la quantité de déchets collectés par les services publics, ce qui et donc ça peut faire partie des biais des cibles où finalement on va réduire la quantité de déchets collectés par la collectivité, mais pas encore réduire la quantité de déchets produits sur le territoire. Quand on travaille là-dessus. Par contre, oui, je suis d'accord, il y a un certain nombre d'axes qui sont communs, notamment autour du réemploi des différents piliers de l'économie circulaire qui sont intégrés dans les deux cas. Et voilà, le côté stratégie d'économie circulaire permet d'aller toucher plus de cibles. Sur la gouvernance et le portage, là encore, on a une gouvernance qui est imposée par la réglementation sur la question du PLPDMA, alors que sur la partie économie circulaire, on a plus de liberté. Mais par contre, finalement, la partie gouvernance dans les deux cas, que ce soit dans les recommandations du guide PLPDMA, que ce soit dans les recommandations aussi qui sont intégrées dans le référentiel économie circulaire par rapport à l'PLPDMA et les recommandations qui sont proposées sur la gouvernance de la stratégie économie circulaire. Dans les deux cas, on va vous noter sur le fait que vous avez été capable d'ouvrir la gouvernance et de l'élargir au-delà du périmètre de la collectivité
on va vous demander un parti qui est fort, on va vous demander une validation politique en commission. Donc, dans les deux cas, vous avez quand même beaucoup de points communs sur cette gouvernance. Et c'est pas pour rien qu'on a quand même beaucoup de collectivités qui font ce choix à un moment de fusionner finalement leurs deux organes de gouvernance, que ce soit sur la partie économie circulaire et la partie prévention des déchets, et c'est la gouvernance économie circulaire qui fait office de CCES. Ça, c'est des pratiques qu'on voit de plus en plus dans les collectivités et que moi, je vois régulièrement passer maintenant. Et pour le moment, alors, j'ai peut-être pas encore assez de recul là-dessus, mais j'ai l'impression que les CCES qui fonctionnent le mieux, c'est celles qui sont ouvertes au champ de l'économie circulaire. Donc, j'aurais tendance à recommander finalement l'ouverture des CCES à la partie économie circulaire, la faire sortir de uniquement son rôle réglementaire. Il faut qu'elle l'ait et elle l'aura, mais juste ne pas faire de la CCES un organe obligatoire qu'on réunit une fois par an juste pour dire OK, on est d'accord avec les indicateurs et on passe à la suite. Mais voilà, on va faire un vrai temps de travail qui intègre, et si elle élargit, elle va intégrer l'ensemble des acteurs du territoire. En l'ouvrant à l'économie circulaire, vous allez aussi faciliter beaucoup plus la partie transversalité, dans le sens où vous allez brasser plus de sujets, plus d'acteurs. Donc, vous allez pouvoir créer vraiment du lien et des fois sortir de votre prisme uniquement service déchets et pouvoir aller travailler plus facilement avec d'autres acteurs. Donc voilà, là-dessus, moi j'aurais tendance en termes de recommandations, et dans une première chose qui peut être faite, c'est essayer de l'ouvrir au maximum. C'est pas toujours facile. Il y a aussi des fois des élus qui veulent garder aussi ce lead un peu sur la CCES et qui souhaitent pas forcément ouvrir. Mais vraiment, j'ai quand même pas mal de retours d'expérience qui poussent à montrer que plus on l'ouvre et plus on lui fait intégrer l'économie circulaire, plus c'est facile de la faire vivre au quotidien. Donc, il y a la question du pilotage par le chiffre, et notamment les PLPDMA sont quand même beaucoup guidés par forcément la quantité de déchets ménagers associés à chaque action. Et donc, c'est des indicateurs qui sont relativement plus faciles à suivre sur l'économie circulaire. On vient s'intégrer des fois à des consommations de ressources et des choses où on va avoir beaucoup plus de difficultés du coup à mesurer. Par contre, et voilà, il y a aussi la question du biais que je parlais tout à l'heure sur la partie des objectifs et du suivi. Suivre uniquement la question des déchets ménagers assimilés, c'est logique quand on parle de PLPDMA. Par contre, c'est quelque chose qu'il faut, que je trouve assez dommage quand on parle de réduction des déchets, puisque là encore, une réduction de la production de déchets ménagers et assimilés, notamment les et assimilés, ne veut pas dire forcément une réduction de la production de déchets sur le territoire. Et donc, voilà, l'intégrer dans une vision déchets total en ayant ce suivi réglementaire des DMA, mais d'avoir vraiment un meilleur suivi, notamment en travaillant avec l'Observatoire régional des déchets. Je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant pour mesurer vraiment l'efficacité des actions que vous mettez en place. Et en termes de mise en œuvre et d'actualisation, donc il y avait la question de place de l'innovation, je vois, sur les PLPDMA, qui peut-être du fait qu'ils soient réglementaires et assez focus sur les déchets ménagers assimilés, donne des fois peu la place à l'innovation. Le lien, il y avait encore trop orienté méthode projet à l'ancienne, donc ça c'est des... je ne sais pas si qui avait posé ce post-it et s'il peut peut-être l'expliquer pour être sûr de ne pas déformer les propos. Donc, du DEC, oui, en fait, on est sur cette logique des projets qui ne fonctionnent pas pour la transition écologique
état des lieux, diagnostic, stratégie, mise en œuvre, évaluation. Mhm. Et bon, donc le PLPDMA, ben, il est pensé et construit comme ça, et si on veut être dans les clous, il faut faire comme ça. Et même quand on regarde le référentiel économie circulaire, c'est un truc de malade parce qu'il y a plein de sous-actions où en fait il faut avoir fait un joli diagnostic, un joli plan d'action pour avoir les points. Et du coup, c'est très rigolo de se retrouver avec des points sur concrétiser et fédérer et finalement galérer à justifier la partie s'engager parce qu'on n'a pas le petit document délibéré qui va bien. Mhm. Et voilà. Et surtout que sur des questions aussi imprévisibles que l'écologie, bah, méthodologiquement, moi en tout cas, je vois vraiment les limites de cette façon de construire les projets. Et heureusement, j'ai un élu d'accord avec ça, donc c'est cool. Ouais, je suis d'accord avec vous. Après, il y a. Alors, qui va sortir prochainement là dans les. Donc c'est un territoire que moi je suis en direct sur un syndicat de déchets. Voilà, qui va être. Qui va sortir là très prochainement, enfin qui va passer d'abord en CNL, mais qui a un nombre de points assez important et qui a la particularité de finalement de ne pas avoir créé un PLPDMA dans les clous et finalement a pas toujours créé dans les clous, mais a fait reconnaître ces documents, notamment par la préfecture, puisqu'ils avaient suivi toute la méthodologie. Et c'est assez intéressant parce qu'ils ont tout intégré finalement dans des documents stratégiques et avec cette volonté de se dire que à la fois le PLPDMA pour bien faire les choses, mais eux ils se sont dit nous on va vraiment penser notre stratégie comme on souhaite le faire et s'inspirer des recommandations du référentiel et du guide PLPDMA pour faire. On va pas forcément créer notre CCS spécifique au à l'évaluation des DMA. On, on va d'ailleurs ils ont aucun document qui s'appelle PLPDMA, mais ils ont fait approuver des documents qui respectent tout ce qui est demandé, notamment dans le fameux décret PLPDMA. Et tout ça, ça a été accepté. Globalement, on va être sur la collectivité qui dans ceux qui passent aux audits de labellisation, va avoir la note la plus importante, en tout cas dans les suites de l'audit au niveau national. Donc je trouve que ça va être un bon exemple de montrer qu'on peut faire différemment et que ce soit reconnu et de quand même cocher les cases et les points. Ça, on pourra peut-être en parler officiellement dans quelques mois et on pourra vous le présenter parce que je trouve ça assez intéressant. La deuxième chose, en tout cas sur les questions de mise en œuvre et actualisation, il y a quand même ce pas de temps de 6 ans moi, qui m'intéresse. 6 ans pour un PLPDMA. Les stratégies économie circulaire aussi, c'est souvent 6 ans. C'est finalement un pas de temps d'un mandat. Et donc, c'est assez intéressant. Et je pense que ça peut aussi faciliter du coup la vie de ces deux documents en parallèle, puisqu'ils sont sur des pas de temps relativement similaires, avec des revues d'un côté électoral de l'autre. Mais globalement, on est sur des pas de temps qui se ressemblent. Ils nécessitent tous les deux un plan d'action, un calendrier, des moyens, la mise en œuvre d'une gouvernance. Donc il y a quand même des facilités à les faire cohabiter, coexister, voire finalement à n'avoir qu'un document et qui intègre les questions de l'autre. Après, savoir qui doit s'imbriquer dans quoi, on voit énormément, enfin quasiment tous les PLPDMA intègrent l'économie circulaire et ont un axe économie circulaire. Cet axe économie circulaire, clairement, dans plus de 50% des cas que moi j'ai rencontrés, c'est la façon de mettre les actions destinées aux pros, et on appelle ça économie circulaire. Euh, des fois, intégrer l'économie circulaire et des actions, typiquement l'écologie industrielle et territoriale dans un PLPDMA, je l'ai vu sur un syndicat de déchets que j'ai pu accompagner. Et ça a eu l'effet inverse, c'est-à-dire qu'en travaillant le sujet des pros, ils ont essayé de fortement réduire et valoriser un maximum de déchets produits par les entreprises, ce qui aboutit que des entreprises n'avaient plus besoin de leur benne tout venant, mais uniquement de petits bacs. Du coup, ils ont fait appel à des services de la collectivité
pour les petits bacs alors que leur grande benne allait dans le privé. Et au final, la mise en œuvre de l'EIT a engendré une augmentation des déchets assimilés. Voilà, des petits effets rebonds qui font que ça a perturbé tout le monde dans le sens où c'était une action portée par le PLPDMA qui a eu un effet inverse de faire augmenter la quantité de déchets ménagers assimilés et donc a posé un certain nombre de questions qu'on n'aurait pas eues si on était dans une stratégie économie circulaire, puisque d'un point de vue territorial, finalement, ça cochait beaucoup de cases en termes de réduction et d'amélioration des pratiques déchets sur le territoire. Mais vu uniquement sous l'angle PLPDMA, ça a posé souci. Et donc, si demain, on devait avoir quelque chose de plus commun, clairement, les PLPDMA a plus sa place dans la stratégie économie circulaire que la stratégie économie circulaire dans le PLPDMA, si on veut vraiment avoir cette ouverture. Mais là, je pense que je vous apprends rien là-dessus. Mais c'était juste voilà, pour vous montrer un peu les petits effets rebonds qu'on peut avoir des fois à intégrer des actions économie circulaire dans les PLPDMA. Et donc, c'est à la fois dommage, mais il faut voilà, les avoir en vigilance, puisque voilà, sur le territoire en question, ça avait abouti à des élus qui voulaient arrêter l'animation écologie industrielle et territoriale sur le territoire, en tout cas porté par la collectivité. Voilà un peu des grands éléments qu'on peut partager. Ce que je vous propose, si vous avez quelques questions, remarques, compléments, n'hésitez pas à prendre la parole sur les noms des collectivités. Je ne sais pas quand était sa question, si c'est... C'était le nom de la collectivité exemplaire, justement, qui Ah, mais avait. ça, je ne vous la donnerai pas tant qu'elle n'est pas sortie. Je ne peux pas, malheureusement. Je te Mais vous propose, l'aurez Alexandre, la peut-être prochaine fois. je te propose qu'on s'arrête ici, parce que je vois qu'on déborde, il est déjà Ouais. 10h39, histoire de pas trop déborder. Voilà, je propose qu'on arrête les échanges ici et qu'on passe à la partie conclusion. Ouais. Je remets Je la... te laisse reprojeter tout ça. Yes. Je fais En ça. tout cas, merci à tous pour voilà, vos contributions, participations. C'est très intéressant. Et- Vous aurez de toute façon une synthèse un peu écrite hein, dans le support de la présentation qui vous sera envoyé. Donc en conclusion, pour terminer ce webinaire, quelques dates quand même à retenir, puisque voilà, ce webinaire il s'inscrit dans le cadre de l'animation régionale. Hein. Il y a eu un premier webinaire qui s'est déroulé en avril 2025 de mémoire et un atelier en présentiel qui s'était déroulé en juillet à Narbonne. Dans la suite de tout ça, on va avoir une prochaine rencontre en présentiel le 9 décembre à Toulouse. Alors, le à confirmer, c'est surtout le lieu. Hein. La date est bien verrouillée, hein, c'est plutôt le lieu qui a confirmé. A priori, ce serait dans les locaux de l'ADEME, mais ça a Oui, confirmé, c'est ça? voilà, on est quasiment voilà, sûr, mais voilà, ça reste, voilà, vous aurez une confirmation bien sûr écrite pour tout ça, avec un save the date et tous les éléments, mais a priori, voilà, ce serait dans nos locaux à Toulouse, voilà, Ok, à la DEC. super. Mhm. Donc, le sujet tournera autour du diagnostic hein, et de l'économie circulaire au sens assez large. Il y aura aussi un prochain webinaire en janvier 2026 où là, bon, on n'a pas encore de date à vous donner, hein, mais le sujet tournera autour de la formation pardon, et de la sensibilisation en interne autour de ces sujets. Hein, tout ça, c'est des besoins qui nous ont été remontés dans la petite enquête qu'on avait fait en amont. Et il y aura aussi une rencontre en présentiel en mars 2026 autour des achats publics responsables. Mais tout ça, voilà, on reviendra évidemment vers vous dès que ce sera le bon moment. Mais prochaine date qu'il faut garder, c'est peut-être le 9 décembre, pardon, en présentiel à Toulouse. Voilà, et du coup, juste en complément, donc vous reprécisez voilà, que l'ADEME accompagne tout ce qui est diagnostic sur l'économie circulaire et plan d'action associé, ben, en lien aussi avec le référentiel économie circulaire. Et puis vous redire n'hésitez pas à faire remonter vos besoins voilà, sur les thématiques. Là, c'était des propositions faites à partir voilà, des enquêtes qui avaient pu être réalisées, mais n'hésitez pas voilà, à relayer vos besoins, vos attentes plus particuliers pour enrichir l'animation voilà, au fil de l'eau. Voilà. Dans tous les cas, nous vous disons à très vite et en présentiel, au plaisir de vous accueillir le 9 décembre à Toulouse. Merci à tous et merci à l'équipe d'animation pour l'organisation du webinaire.
Et encore merci à tous les intervenants voilà, pour vos présentations très riches. Merci, bonne journée. Merci à Bonne tous, bonne journée à journée. tous. Et Merci. bravo Au à revoir. Jérémy pour avoir trouvé.